Donc, après un petit strike YouTube en moins de 6 minutes pour une vidéo hein, d'un pompier qui racontait un petit peu sa vie en ce moment. Merci YouTube, c'est là qu'on voit qu'on est vraiment en démocratie, c'est assez effrayant. Pour les plus curieux, vous allez sur ma chaîne YouTube et tout en haut à droite, vous avez mon lien vers mon site Mastodon, qui est un réseau social décentralisé. Vous pourrez aller dans l'onglet pas poète, mais médias, et vous aurez la vidéo pour les plus curieux, pour les gens qui veulent vraiment s'informer. Sinon, bah, vous regardez la télé, vous vous posez pas trop de questions. Donc, on va continuer notre exercice et on va voir un petit peu la suite du CTF. Donc, qu'est-ce qu'on avait vu hier? On avait vu ce principe de processeur, je vous avais parlé un peu des registres d'entiers. On va maintenant passer à la pratique, exploitation du binaire. Ok? Donc, juste pour vous rafraîchir la mémoire, un registre c'est quoi? Bah ça contient, c'est un contenant en fait, hein, dans lequel on peut placer des motifs. Des motifs de bits, de 8, de 16 ou de 32 bits. Ok? Et après on a même 64 bits. Donc, si on doit parler d'eux, bah, un registre, il s'appelle par son nom et il effectue des opérations en utilisant des instructions machine. Par exemple, add, ok, add, qui veut dire ajouter en anglais, eh ben, ça additionne add EAX, si je dois vous parler de lui, ça va faire 4 additionne 4 au contenu du registre EAX et le place le résultat, pardon, dans EAX. Dans ce processeur, on a un motif de 8 bits qui s'appelle un octet, ok, on parle de bytes, et un motif de 16 bits s'appelle un mot, et un motif de 32 bits, un double mot, ok. Donc il y a toute comment dire, une étymologie, ok. On va utiliser des termes bien précis, mais ça, faut le savoir. Très succinctement, je vous ai parlé aussi des registres généraux A, B, C, D. Ok? Donc pourquoi vous parlez de ça? Parce que hier on s'était arrêté là. C'est pour ça que je vous en reparle. Qu'est-ce qu'on avait vu? Eh ben on avait vu nos registres généraux. A, B, C, D. Après, il y en a d'autres. Ok? On a le Z qui est là. Ok? Le Z, lui, c'est le source index. Ok? On a le D, ça, c'est le Destination Index. Et on a notre BP, Base Pointer. Le BP qui est juste ici. Mon Base Pointer. Et nous, pour pouvoir faire l'overflow, on va s'attaquer à l'EIP. L'EIP, euh, c'est mon registre, mon pointeur de registre, pardon, mon pointeur d'instruction qui est tout à la fin. Donc, euh, comment dire? Donc vous voyez, hein, c'est vraiment empilé, hein, c'est une vraie pile. On a nos registres généraux. Après, on a l'ESI, l'EDI, l'EBP, l'ESP qui viennent. Ensuite, on a des registres de segments qu'on n'abordera pas là. On a également ce qu'on appelle des registres fantômes. Ok? Les registres de segments, on a le CS, le DS, le SS, le ES, le FS, le GS. Et les registres fantômes, eh ben, c'est le code selector, le data selector, le stack selector, l'extra selector, le F selector et le G selector. Donc chaque registre fantôme fonctionne, ok? CS, code selector. DS, data selector. SS, stack selector. ES, extra selector. FS, bah, selector F. Et GS, selector G. Ensuite, on a le registre d'état et de contrôle, avec les e-flags, comme on les appelle. Et tout en bas de notre pile, on a quoi? On a notre pointeur d'instruction, pardon. Et c'est lui qu'on va venir modifier. Donc ça, c'est vraiment les bases, ok? Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il faudrait s'intéresser à l'architecture des processeurs. Et voilà, c'est extrêmement complexe. Je vous mettrai en ressource un document de l'Université de Laval au Canada si jamais vous voulez creuser un peu plus vos connaissances et comprendre un peu le fonctionnement des dix registres. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a? On a notre machine, on va
retourner se connecter dessus. On avait vu il fallait faire, ok, 44. C'était, euh, comment dire, ce qu'on avait trouvé en faisant, eh ben, l'opération cyclique avec l'erreur, l'invalide erreur adresse, hein, avec notre pointeur d'instruction, EIP. Et je vous avais dit, je m'étais arrêté là, il va falloir qu'on trouve la suite de notre instruction. Ça, c'est le début de notre payload, de notre charge utile. Il va falloir qu'on continue notre pré-exploitation. C'est ce qu'on va faire maintenant. On va le laisser charger. Donc, on a compris qu'il fallait fournir 44 caractères d'entrée et ensuite, nous pouvons exécuter n'importe quelle partie du programme que nous voulons. Donc, maintenant, la prochaine étape, ça va être de savoir où est la fonction shell, en fait, est en mémoire, afin que nous sachions sur quoi définir notre EIP, notre pointeur d'instruction. GDB prend également en charge cela avec une commande de désassemblage. Donc, qu'est-ce qu'on va lui demander? Ben, on va lui dire, écoute, euh, tu vas désassembler la fonction shell. Moi, je veux la récupérer. Je sais qu'elle est quelque part dans mon programme. Et ben, s'il te plaît, tu vas me dire où c'est qu'elle est allouée, où c'est qu'elle est adressée en page mémoire. Ok? Donc, il va falloir trouver ça. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, c'est parti. Donc, il va relancer le cyclique. Donc, on va sauver un autre truc que je puisse. Donc, on va demander des assemblages. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait un dump du code assembleur pour la fonction shell. Ok? On a nos instructions dont je vous parlais, ou je vous en ai pas encore parlé, mais tout ça, c'est des fonctions de base. Ok? Push pour pousser, move, déplacer, sub, call, faire les appels, etc., etc. Nope, leave, return, ok. Pareil, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais dites-vous que ce sont ce qu'on appelle bah, des opérations de base en fait. Hein. On va venir effectuer euh, des opérations. Par exemple, push, qu'est-ce que ça va faire? On va pousser, mais l'instruction push, en fait, ça va décrémenter le pointeur de pile de la taille de l'opérand. Puis, ça écrit l'opérand en mémoire et adresse le contenu dans l'ESP. C'est l'empilement. En fait, la mémoire, voyez-le, je vous ai dit comme des tiroirs. Des tiroirs, et on va venir prendre des données, et le problème, c'est qu'on peut pas prendre une donnée qui est au milieu. Soit on vide notre pile vers le bas, soit vers le haut. Et généralement, on la vide vers le bas et on va remettre des instructions, remettre des instructions, remettre des instructions. Et donc, vous voyez bien que les données, en fait, vont se déplacer de haut en bas, de bas en haut, en fait. Si je dois, encore une fois, synthétiser au maximum, ok? En fait, la plupart des microprocesseurs, donc les CISC, c'est ce qu'on appelle, on a du RISC et on a du CISC, eh ben, on utilise la pile, ok? Ça va permettre, en fait, le passage des paramètres au sous-programme, ok? Donc, on a des instructions pour empiler et pour dépiler les données. Donc, pareil, je vais pas vous parler de tous ces trucs. On va se focaliser, nous, sur ce qui est vraiment, vraiment, vraiment important. Ok? Là, en l'occurrence, c'est quoi? Eh ben, on voit que ce qui nous intéresse, eh ben, ce sont les mémoires, les adressages mémoire qui sont en hexadécimal.
Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On sait qu'on doit fournir 44 caractères. Ok? 44 caractères. Et là, ce qui nous intéresse, c'est ça. Ok? C'est le BP. Le BP, pourquoi? Parce que si je dois vous en parler, eh ben, si j'ajoute, on va faire très simple, 44 caractères, ok? Plus quoi? Bah, ce qu'on a vu ici, pardon, mon 0, 0x 0804.4cb, eh ben, j'arrive à faire quoi? Eh ben, à exécuter ma fonction. Et la fonction, c'est la quoi? C'est la fonction shell. Ok? Donc, je récupère la valeur de l'EBP et j'ai vu qu'avec un cyclique de 50, j'arrive à 44 caractères. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander à Python de pousser tout ça, ok? Et voir comment, bah tout simplement, si ça marche pas, comment le programme réagit. En fait, les architectures CPU modernes, on a ce qu'on appelle du Little Indian, ok? Ça signifie que les octets sont inversés. Alors pourquoi je vous dis ça? Eh ben, voyez-le comme ça. En fait, ça, en hexadécimal, ok? Ça, c'est quoi? On l'a vu. C'est notre EBP qui est tout en haut avec la fonction push. Eh ben, ça devient quoi? Eh ben, si on le traduit en Little Indian, et on doit le traduire, sinon il sera mal interprété, ça donne quoi? Eh ben, ça donne exactement l'inverse, ok? Ça devient 84, 04, 08, ok? 84, 04, 08. Ça, en Little Indian, il saute, ok? Le 0x et le CB bah, devient devant, puisqu'il était là, ok? Donc ça devient ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va utiliser Python et ça va nous permettre de convertir, en fait. On a deux possibilités. Si je reprends l'exemple, on a quoi? On va dire à Python, écoute, tu vas me faire un print, ok? Qu'est-ce que je veux? Eh ben, il faut que je force un caractère. On a vu 44 caractères. Donc, je vais lui dire A, je peux mettre X, je peux mettre O, c'est ce que vous voulez. On va prendre A dans notre exemple. Et qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais faire une opération de multiplication, ok? Par 44. Qu'est-ce que ça va faire, ça? Ben, ça va pousser mes données dans la pile, en fait, hein. Je vais écrire 44 fois et on a vu qu'on va faire du cyclique. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Eh ben, ça va tester toutes les possibilités. Ça va remplir le buffer et en remplissant le buffer, je vais faire mon buffer overflow. Ok? Et je vous ai dit dans la vidéo précédente, faut qu'on trouve aussi ce qu'on va ajouter. Ok? C'est comme une recette. Euh, et qu'est-ce qu'on a trouvé? Ben, on a trouvé notre 44. Et là, qu'est-ce qu'on vient de trouver? On vient de trouver la valeur de l'EBP. Ok? Pour accéder à la fonction shell. Donc la valeur de l'EBP, elle est à quoi? Eh ben, on l'a vu. Si je dois l'encoder et il faut l'encoder, on l'ajoute. Et là, c'est pareil. Qu'est-ce que je prends? Eh ben, on a vu X, CB, ok? X 84, ok? Parce qu'on parle d'hexadécimal, X 04 et X 08. Je ferme. Ici, j'ai ouvert là. Je ferme. Là, j'ai ouvert là. Je ferme là. Voilà ma commande. Bah en fait, il y a, si vous voulez, un module qui s'appelle struct-pack en Python. Et qu'est-ce que fait ce module? Bah justement, il va nous permettre de convertir automatiquement la mémoire en Little Indian. Ok? Donc on va importer un module et on va utiliser notre commande. Et vous allez voir que c'est tout de suite beaucoup plus simple. On n'a pas à se prendre la tête. Ok? Parce que là, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on l'a converti à la main, ok? Là, on l'a converti à la main, et bah oui, avec Struct, c'est beaucoup plus facile. Vous copiez directement, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à convertir en Little Indian, comme on va faire, ok? Donc ça pourrait marcher. Là, je vous ai dit que ça marcherait pas. C'était pour vous donner un exemple. Là, on l'a converti,
ok? On a converti et on est passé en Little Indian. Maintenant, il y a plus simple, ok? Parce que si vous n'êtes pas à l'aise avec la syntaxe, on peut directement le faire de façon automatique. Donc Python C, ça ne change pas. Je veux toujours faire un import, mais pardon, là je vais importer mon struct, ok? Donc ça dit au programme, écoute, tu t'importes le module hein, avant de faire les opérations que je te demande. Ensuite, point virgule, fin de l'instruction, on passe à l'instruction suivante. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben toujours pareil. On a notre A, ok, que vous pouvez remplacer par n'importe quoi, ok, qu'il soit en majuscule ou en minuscule. Et qu'est-ce qu'on veut? Pardon. On est moins le multiplier par 44, ça, c'est pareil, ça change pas. Qu'est-ce que je veux? Alors là, plus, là, on va lui demander la conversion, donc j'appelle, ok, le module. Donc je lui demande quoi? Le struct, point, pack. Et là-dedans, qu'est-ce que je lui insère? Je lui insère, eh ben, notre BP, ok? Donc, comment je fais ça? Je lui mets i, ok, ça c'est la première valeur. Et ensuite, je lui donne ma valeur que j'ai récupérée ici, qui n'est pas convertie en Little Indian. Ok? Là, je suis propre. Pardon, là, il y a un blanc, il y a un white space, faut le retirer. Et là, j'ai ouvert, qu'est-ce que je fais? Je referme ma parenthèse. Et là, j'ai ouvert, qu'est-ce que je fais? Je referme. Ok? Ça, ça va permettre d'importer un module grâce à StructPack et de convertir automatiquement la mémoire en Little Indian. Vous avez juste à désassembler le code, vous récupérez la partie qui nous intéresse. Nous, on a vu que c'était ça, ok? Et là, il y a quoi? Il y a une fonction push, ok? Donc, ça va faire l'opération que je vous ai dit. Donc, CTRL Z, j'ai stoppé notre ami, je sais pas pourquoi il veut pas quitter. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je teste tout simplement mon payload, ok? On a vu que c'était ça, on se le copie et on le teste. Alors, ouais, c'est moi qui suis un âne. Struct, ok. Donc là, on a notre A qui est poussé. À 44 fois. Ok. Maintenant, on reprend notre commande. Et là, qu'est-ce qu'on va lui demander? Eh ben, on va piper. Qu'est-ce qu'on pipe? On va lui demander d'aller voir notre secret. Notre secret, vous vous rappelez, il était dans quoi? Il était dans OPT, dans Secret. Et on avait quoi? On avait route. Oh putain, qu'est-ce qu'on vient de faire? Not buffer overflow. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a accédé à des fichiers un peu sensibles. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait là? On a réussi à afficher le fichier shadow. Ok? Donc j'ai quoi? Eh ben, j'ai les haches de papa. Ok? J'ai les haches de Pingu et j'ai le hash du root. Donc ça pique un peu. Ok? Parce qu'avec ça, qu'est-ce que je peux faire? Je vais aller le craquer, tout simplement. Ok? Et je pourrais me connecter en route à la machine. Donc là, on vient de faire notre dépassement de mémoire tampon. Ok? Et vous avez vu que ça marche. Ça marche sans problème. Ok? Donc, bien joué. Maintenant, on va voir comment on peut utiliser PwnTool. PwnTool, c'est quoi en fait? C'est une bibliothèque Python qui est dédiée à simplifier tout ce que on vient de faire en fait hein, dans la dernière tâche. Je vous ai dit, il y a deux façons d'exploiter et de faire de l'exploitation binaire. On peut le faire manuellement. Là, on a tout fait à la main comme des grands, mais on peut également se servir de bibliothèques qui vont un temps soit peu automatiser la tâche. Ok? Donc là, on va voir cette bibliothèque. Ça nécessite des connaissances en Python et bien sûr, je vous encourage hein, vraiment. Le Python, ça vous servira toute votre vie. Vous pouvez faire énormément de choses. On fait pas que du hacking, mais vous savez que la plupart des programmes sont codés en Python. Ok? Et quand vous serez très très bon, vous pouvez même faire de l'intelligence artificielle avec du Python. C'est tout à fait possible. Il y a plein de bibliothèques qui vous permettent de faire vraiment tout un panel
de tâches, ok? Et de faire des programmes qui feront plein de choses différentes en Python. C'est vraiment la puissance de Python, ok? Donc, on va commencer par un petit script, en fait, très très simple, hein, ça sera pas très compliqué. Je vais, encore une fois, pour être concis et pas vous perdre, et me perdre également, parce que bah, c'est pas facile de parler en même temps et de faire les choses, parce que là, c'est quand même assez pointu, mais on va voir notre petit script et comment on peut l'exploiter. Ok. Donc là, je vais m'ouvrir un fichier avec Nano. Je vais l'appeler comment? On va l'appeler bof, ok? Bof.py parce que c'est un programme Python. Ok. Donc je vais réduire un peu, sinon ça va être vraiment dégueulasse. Qu'est-ce qu'il me fait? Ok. Il me l'a rendu totalement invisible. C'est au maximum là. Ok, bon, c'est pas très grave. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, importe de librairie. Ok. On parle de quoi? Bah de Pawn. Donc Pawn. Et qu'est-ce qu'on fait? On importe tout. Ok. Wildcard. Ok. Je veux toutes les librairies du module Pawn. Ok. Et on va mettre en place un processus. Le processus, c'est quoi? Ça va être de faire l'amour à notre OPT secret root. Donc je lui demande quoi? Un proc et c'est égal à quoi? Process. Hein. On va demander justement ce processus de quoi? D'aller dans le chemin qu'on lui donne. Ok? C'est là-dedans que ça se passe. Ensuite, donc deux lignes. Importe tous les utilitaires de la bibliothèque PointTool, que nous puissions les utiliser dans notre script, et ça crée un processus avec lequel nous pouvons interagir en utilisant les fonctions PointTool. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de l'adresse mémoire de la fonction shell, comme on l'a vu dans l'exploitation manuelle. Ok? Donc, PointTool, il fournit en fait un moyen d'obtenir avec une fonction qui s'appelle ELF. Donc le ELF, en fait, ça permet d'obtenir divers adressages mémoire de points importants, en fait, hein, dans notre binaire, y compris l'adresse de la mémoire de la fonction shell, ce qu'on est allé chercher tout à l'heure. Donc qu'est-ce que je lui dis? Maintenant qu'on a notre proc, je vais lui dire, écoute, maintenant je fais ELF, ok, et tu vas aller requêter. Tu vas aller requêter pour moi, tu vas faire le boulot, ok? Donc pareil, je lui mets mon chemin. Donc là, on a fait l'ajout de LF. C'est pas mal, mais il faut lui dire, écoute, moi ce que je veux, c'est quoi? C'est que tu me récupères la fonction shell. Ok. Donc on va l'appeler shell func. Ok. Et là, qu'est-ce que je fais? J'appelle ce que j'ai déclaré là-haut. J'ai déclaré quoi? Une variable qui s'appelle ELF. Là, je la rappelle et je lui dis, écoute, là, qu'est-ce que tu vas me faire? Tu vas récupérer via symbols, ok, une méthode, et je veux quoi? Le shell. Ok. Donc là, on commence à être pas mal. On a notre shell func, ok, qui contient l'adresse mémoire de notre fonction shell. Et maintenant, on a besoin d'un moyen, en fait, hein, de créer notre charge utile. La charge utile qui va permettre de pirater la machine. Et heureusement, on a une autre fonction qui s'appelle fit, ok? Comme le fitness, F-I-T. Fit, c'est quoi? Ça permet de former une charge utile, en fait, hein, de la créer en combinant des caractères et notre adresse mémoire. Qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? C'est ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait? On a combiné le caractère A, hein, 44 fois. Et qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a dit, écoute, vas-y, tu vas jouer dans cette adresse mémoire, ok? Et c'était le BP, ok? Et là, on va lui dire exactement la même chose, sauf que on n'a pas besoin de connaître à l'avance, c'est lui qui va venir récupérer ça. Donc, si je résume, pour envoyer notre payload, ok? Le payload,
notre charge utile, on utilise notre méthode, ok? Qu'est-ce qu'on a défini? On a défini une variable proc aussi, hein. Proc, on peut utiliser sendLine qui envoie simplement en fait les données que nous voulons au binaire. Donc ça va être parfait. Et ensuite, on a une autre méthode qui est proc interactive en fait, hein, qui va permettre d'afficher la sortie complète du processus. Parce que nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est récupérer le résultat de cette opération. Ok? Donc on va venir ajouter tout ça. On a défini là 3 variables. On va continuer notre programme. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Je vous ai parlé de fit. Eh ben, on va justement fitter. Le payload, notre charge utile, c'est quoi? Eh ben, justement, j'ai besoin de fit et je vais lui dire, bah, fit, tu vas venir récupérer tout ça. Là, qu'est-ce que je fais? J'ouvre ma boucle. Ok? On a vu quoi? Eh ben, on a fait du cyclique en 50. Il nous a dit quoi? Eh, 44. Et, bah, j'ai ma shell function. C'est ce que je veux. Ok? Pardon, je l'ai appelé funk. Donc, ça, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça va ajouter la valeur à la fonction, à notre variable shell, ok, qui est là. Et après, 44 caractères, ok. Et après, ça s'arrête. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser proc interactive et proc sendLine, ok, pour terminer notre opération. Qu'est-ce qu'il faut? Maintenant que j'ai défini le payload, ok, il faut que je lui dise, bah écoute, faut que je te l'envoie. Donc, on va programmer l'envoi de la charge utile via la méthode sendLine. Ok? Donc, qu'est-ce que je fais? Là, il faut que je clôture parce qu'on est bien. Donc, hop, j'ai ouvert là, je ferme là. Ok? Pareil, parenthèse, chevron, parenthèse. Ensuite, faut que j'envoie mon payload. Je vais lui dire, ok, tu sais quoi? Ok, le process qu'on a défini. Ok, on l'appelle et on lui dit, bah, tu me fais un sendLine. Et t'envoies quoi? Bah, t'envoies notre payload. Ok, la charge utile. Et après, là, l'opération est complète, mais il faut que ça soit interactif. Ok, interactif pour afficher la sortie complète de notre processus, avoir le résultat et récupérer les fruits de notre labeur. Ok, fin de la fonction. Donc là, on est pas mal. Ok, on va l'enregistrer, on va l'exécuter et on va voir si ça fonctionne. Et donc on a notre BoFP et je vais l'héberger et le récupérer sur notre machine. Le pas clair, bon, c'est pas grave. Donc vget http ma machine 10.14 10 245 et je veux quoi? Je veux bof.py. Connection refused. Pourquoi? Pourquoi? Ah, j'ai pas mis le. Je suis bête. Ok. Donc, bof, permission denied. Chmod plus X. Ok. Alors, exécuter en Python, ce qu'il nous dit. Et voilà. Ça passe. Got off. Legit. Ok. Donc, on lance le processus. Qu'est-ce qu'il fait? Première étape, comme on l'a vu, on a défini notre variable proc. Le processus, il vient taper. Et il lui attribue quoi? Un PID. Ok?
2029 parce qu'il est chargé en mémoire. Ensuite, il nous dit quoi? Bah écoute, c'est de l'architecture. Ouais, en effet, je suis en Little Indian. Ok, architecture i386 32 bits. Il définit tout, il passe en mode interactif, il récupère notre petit process avec le PID 1029 et on voit qu'il s'exécute parfaitement. Appel de là notre fonction shell et on récupère bien ce qu'on a. Ok. Donc, on voit que ça fonctionne. Ok. Et on peut récupérer ce qu'on veut. Et là, notamment, c'était quoi? Bah, c'était le secret. Ok. Donc, on a créé un exploit personnalisé pour récupérer ce qu'on voulait. On voulait récupérer le contenu et ce contenu va nous permettre quoi maintenant? De faire notre escalade de privilèges. On n'a plus qu'à terminer le boulot. Et le boulot, c'est quoi? Bah, on va aller se craquer le hash. On a vu que là, on drop quoi? On drop le fichier shadow. Hein. Pourquoi? Parce qu'il était compris. Il y avait un shadow backup, ok, qui était présent dans var backup. Et qu'est-ce qu'on a? On a les hashages de mots de passe. Maintenant, on n'a plus qu'à les déchiffrer et obtenir en fait le mot de passe route, ok? Qu'est-ce qu'on a vu pour le route? Bah, on a vu qu'on a ça. Ça, c'est quoi? Bah, c'est exactement ce qu'on a besoin. Ok? Donc, je copie ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va aller lui faire l'amour avec H4. Ok? Donc, on revient sur notre machine. La bouffe a fonctionné. C'est parfait. Le buffer overflow, qu'est-ce qu'on va lui dire? Bah maintenant, on n'a plus qu'à hacher. Ça, je pense que vous devriez être à l'aise. On va utiliser le tiret A, le tiret M, parce qu'il faut qu'on définisse le mode, ok, qui est utilisé euh, pour craquer ça, ok. Donc, qu'est-ce qu'on va lui dire? On voit qu'on est en big crypt, donc je vais arrêter la vidéo là. J'espère que ça vous a plu. On a vu comment exploiter manuellement un buffer overflow, ok, via une exploitation manuelle, et comment automatiser tout ça grâce au module, grâce aux librairies Python, ok. Donc là, moi, je vais aller craquer, je vais lancer H4, hein, on va faire un petit H4-M 1800 -A O plus le nom du fichier et ça va faire le taf. Je sais pas combien de temps ça va prendre et on aura terminé notre exercice. Donc, qu'est-ce que je fais? Sudo nano h. Voilà, comme ça, on va pas se prendre la tête. On va le mettre là, je vais le copier. Ok, parfait. Et H4. Qu'est-ce que je veux? Je sais que c'est du big crypt, donc c'est du 1800 AO en single mode. Je veux quoi? Décrypter H, ouais, tout court. Grâce à quoi? Grâce à ma word list, rock you, et je vais lui faire un tiret W4, je pense, pour booster un peu les perfs. Valide argument, si tu veux pas. Ok. Voilà, je sais pas combien de temps ça va mettre, ça va craquer. Bah, en tout cas, je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez kiffé. C'était l'exploitation d'une bouffe. Je vous avais fait une vidéo d'intro. Maintenant, bah, ces 3 vidéos sont dédiées vraiment sur la pratique. On m'avait dit, montre-moi des exemples, parce que bon, c'est bien de parler pendant 1 heure sur des vidéos où il y a des hackers, mais c'est sûr que la pratique, c'est mieux. Et bah là, voilà. On a vu comment utiliser du Python, comment bidouiller en assembleur. Donc, petit mea culpa aussi, si vous n'arrivez pas à craquer Love to Fish, ok, c'est le mot de passe de l'admin. Et je suis content, je vais pouvoir supprimer ma vidéo. J'ai trouvé comment exploiter au maximum les performances en fait en passant non pas par l'OpenCL ni par la VM qui est extrêmement lente, mais par l'API CUDA. J'ai installé le SDK sur le site de Nvidia et avec le tiret O